Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue sur Focus, votre rendez-vous hebdomadaire qui revient sur les faits saillants de l'actualité du 237. Dans cette édition, on reviendra sur la suspension de 5 ONG et associations par le ministre de l'administration territoriale. Les journaux ont longuement titré sur cette actualité tout au long de la semaine. Les acteurs politiques et les acteurs de la société civile en ont fait large écho. Dans ce focus, nous irons au téléphone rejoindre un leader de la société civile qui donnera son avis sur la décision du ministre de l'administration territoriale. Le ministre de l'administration territoriale a évoqué comme raison le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Que se passe-t-il au sein de l'ATP, l'Alliance pour une transition pacifique au Cameroun? C'est un leader de cette formation se sont réunis à Yaoundé pour évoquer les raisons pour lesquelles plusieurs leaders politiques qui ont intégré cette coalition au départ se sont retirés. Puis on terminera par l'interrogatoire auquel a été soumis le ministre de l'administration territoriale. Lors de la séance orale de la clôture des travaux de la session parlementaire au niveau de la Chambre haute du Parlement, le sénateur RDPC du Sud-Ouest, Bella Moki, a cité pour responsable Ganou Emmanuel Djoumessi de l'état de dégradation avancée du réseau routier au Cameroun. On revient sur ces différents sujets d'actualité juste après ce générique. Les organisations de la société civile exerçant au Cameroun ont jusqu'au 31 janvier 2025 pour se conformer à la réglementation en vigueur, faute de quoi ils se feront imposer de nouvelles mesures restrictives pouvant conduire à leur dissolution. L'annonce a été faite en début de semaine par le ministre de l'administration territoriale qui a par la même occasion suspendu 5 associations et ONG de défense des droits humains. Une mesure conservatoire qui a pour objectif, selon Paul Atangandi, de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au Cameroun. Comment les leaders de la société civile apprécient-ils cette mesure du ministre de l'administration territoriale? Philippe Nanga est en ligne au téléphone, en direct de Yaoundé. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de l'ONG Un Monde à Venir. Le ministre de l'administration territoriale vient de suspendre 5 organismes de défense des droits de l'homme pour, dit-il, financement du terrorisme et blanchiment des capitaux. Quelle est votre lecture après la décision du ministre de l'administration territoriale? Je voudrais commencer par dire que c'est pas tout à fait exact. 5 organisations de défense des droits de l'homme. Il y a certes 5 organisations qui ont reçu des arrêtés d'interdiction, de suspension, mais il y en a parmi ces 5-là 2, voire 3 maximum, qui interviennent dans le domaine des droits de l'homme. Il y en a 2 autres qui sont, il me semble, essentiellement dans l'humanitaire. Donc, il y a une bonne différence entre, il faut que vous le sachiez, il y a une bonne différence, n'est-ce pas, entre les organisations humanitaires et les organisations de défense des droits de l'homme. Il y a même une barrière, n'est-ce pas, entre les deux. Voilà. Donc, c'est bien de savoir. Alors, qu'est-ce que je pense? Évidemment, je pense qu'il y a une grosse violation de la liberté d'association, tout simplement. D'abord parce que, en parcourant, toutes les lois du Cameroun et les dispositions internationales en lien avec la société civile, je n'ai pas vu une seule attribution qui confère au MINAT le droit d'investiguer sur la gestion financière des associations. Peut-être que vous en avez, mais moi j'ai parcouru et reparcouru tout le cadre juridique camerounais en lien avec les associations. Je n'ai pas vu un seul point qui attribue au MINAT le droit de faire des investigations financières dans la gestion des organisations de la société civile. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que quand bien même il aurait eu ce droit-là, le minimum en matière de contrôle financier, c'est de faire un état des lieux, d'interpeller les personnes
liés, n'est-ce pas, à l'observation, qu'ils donnent leur avis avant de prendre la décision. Je peux vous confirmer qu'au moins deux des organisations que je connais, avec lesquelles je travaille très régulièrement, le REDAC et Reach Out, ces deux organisations n'ont jamais reçu, mais alors jamais reçu une notification du MINAT leur demandant quoi que ce soit. C'est vrai que le ministre s'appuie sur le rapport de l'ANIF qui laisse entendre effectivement que des organismes non gouvernementaux ont reçu près de 16 milliards de francs CFA dans l'exercice justement de leurs fonctions. Est-ce possible pour les ONG? Alors, première question, vous êtes journaliste, vous l'avez dit, j'y crois. Je suppose que vous savez faire votre travail. Est-ce que vous connaissez, soit vous-même, soit un de vos collègues journalistes qui ait eu accès à ce fameux document projeté par le MINAT? Non, pas du tout. Voilà. Donc, faisons attention. Ça me rappelle un autre ministre qui faisait des conférences de presse et qui balançait des papiers, qui montrait des papiers à distance aux journalistes et qui disait on a les preuves. Vous vous souvenez, il s'est fait appeler zéro mort. Et il disait on a les preuves. Et personne n'avait accès aux documents et puis lui seul avait les preuves entre ses mains. Donc il faut faire attention avec ce genre de manipulation communicationnelle. Le ministre dit s'appuyer sur un document dont lui seul détient le document. Aucune organisation indexée n'a jamais vu le document. Vous pensez que c'est une procédure normale, ça? Non, je ne pense pas. Donc je crois que s'il a un document, qu'il mette le document, n'est-ce pas, à la disposition du public, tout au moins à la disposition des organisations qu'elles se prononcent. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur la question des coûts, je pense que c'est une bonne blague qu'il veut faire au Camerounais, ou alors il estime que nous sommes des incompétents en tant que leader associatif et que nous ne sommes pas en capacité. Lui, il peut gérer des milliards de francs, mais pas les organisations de la société civile. Je trouve ça quand même incongru que le ministre pense que lui, le ministre, peut gérer 150 milliards de francs, 200 milliards, mais pas les ONG. Il n'a pas plus de compétences que les ONG. C'est pas parce qu'il est à la tête d'un ministère. S'il vous plaît, il y a des organisations, le REDAC, que vous devez savoir, est une organisation qui intervient dans 8 pays d'Afrique centrale. Donc, vous imaginez une organisation qui intervient dans 8 pays, quel peut être son budget? Maintenant, je vous dis qu'il y a des organisations qui interviennent dans l'humanitaire, qui reçoivent des sommes colossales parce que dans l'humanitaire, je vous prends un exemple. Si vous avez, par exemple, 50 000 personnes déplacées et que vous devez prendre en charge sur un an, je vous donne ce chiffre-là comme ça, 50 000 personnes déplacées que vous devez prendre en charge sur un an, qui doivent, même sur 2 mois, sur 3 mois, qui doivent recevoir de vous peut-être 250 000 ou 300 000 francs. Vous pouvez faire le calcul et voir ce que ça donne. Il faut faire attention aux chiffres. 16 milliards de francs, ce n'est pas 16 000 milliards de francs. Il ne faut pas qu'ils pensent que les organisations de ceci ne sont pas en capacité de gérer une telle somme. Elle est minable de mon point de vue, parce que je connais des organisations internationales qui ne sont pas non plus mieux loties techniquement que nos organisations, qui reçoivent des sommes beaucoup plus supérieures à ce qu'il évoque là, pour une période dont il n'a même pas indiqué exactement quelle est la période. Donc, je pense qu'il faut faire attention à la manipulation des chiffres. 16 milliards de francs, ce n'est pas une somme aussi énorme qu'on le croit. Il faut regarder les activités qui sont adossées à cette somme d'argent. Encore, jusqu'ici, il n'a pas dit. Le REDAC a eu combien, Richard a eu combien, les autres ont eu combien. Alors, mélanger comme ça, il dit, elles ont reçu 16 milliards, c'est trop facile. Il a dit en 2018 qu'il y avait 5 milliards qui avaient été reçus. Nous, on n'a jamais reçu une somme pareille, le REDAC et d'autres organisations. On se demandait où il avait pris ces montants-là. Donc il faut faire attention avec la manipulation des chiffres, de même que je voudrais signaler que ce n'est pas si énorme que cela. Alors, maintenant pour votre gouverne et pour la gouverne de vos auditeurs, sachez que les subventions sont toujours rattachées à des activités. Ça veut dire que quand une organisation reçoit une subvention, 1 million, 100 millions, 1 milliard, tout ce que vous voulez, chaque franc est rattaché à une activité. Tout à fait. Il n'y a pas un sou, n'est-ce pas, dans la subvention qui ne soit pas rattaché à une activité. C'est-à-dire que la subvention comporte déjà les éléments de dépenses. Donc,
est-ce qu'il a regardé, est-ce que le ministre peut vous présenter un budget du REDAC, de Reach Out, qui a un budget et avec des lignes non affectées à une activité? Je ne pense pas. Je n'y crois pas. Donc, je crois qu'il faut faire attention à cette message. Pour moi, c'est de la manipulation. Okay. Parce que c'est qu'il n'a pas des éléments, n'est-ce pas, factuels, n'est-ce pas, pour prendre une telle décision aussi grave qu'il a prise, qui est une violation, je le répète encore, grave de la liberté d'association. Voilà, vous parlez de violation. Le ministre, quand même, il a le droit, quand même, de pouvoir recadrer certaines associations qui, certainement, fonctionneraient en marge de la réglementation qui autorise le fonctionnement, justement, de ces ONG. D'après vous, au-delà de tout ce que vous avez évoqué, que cacherait donc la décision du ministre de l'administration territoriale? On a comme impression qu'il y a une certaine fixation sur le REDAC dont les bureaux ont été scellés, et la présidente justement de cette ONG a décidé d'enlever les scellés, et c'est une guerre entre Maître Alice Combes et le préfet du Vouri actuellement. Bon, je voudrais d'abord vous dire que si le MINAT a les prérogatives, n'est-ce pas, qui lui donne le droit de recadrer, même de suspendre, ce qui est encore une violation, je le répète encore, de la liberté d'association au regard des lignes directrices de l'Union africaine en matière de liberté d'association et de réunion. Parce que le Cameroun n'est pas au-dessus des instruments internationaux. Maintenant, même cette prérogative-là est encadrée. Ça veut dire que il y a les conditions dans lesquelles le ministre peut recadrer une association. Et là, je peux vous garantir qu'il n'a pas respecté ces conditions. Pas du tout. Ça, je vous mets au défi. Il y a les textes sont là, on a lu et relu, nulle part. Et ce qu'il a fait, il n'a pas la prérogative d'aller regarder dans le fonctionnement des associations comme il a fait là. Il n'a pas le droit ça ne lui donne pas cette prérogative-là. Maintenant, alors, évidemment, on voit très bien qu'il y a une fixation, parce que je dois dire que c'est pas la première fois que nous soyons attaqués, que ce soit un Monde Avenir que je coordonne, ou le REDAC, ou d'autres organisations, Dynamisme Citoyen, on a déjà été victime plusieurs fois, n'est-ce pas, des attaques de ce genre-là. Donc, on est, j'ai envie de dire, coutumier de ce type d'agression, entre guillemets. Alors, maintenant, Maître Alice a agi, n'est-ce pas, en tant que légaliste. C'est une maman qui connaît son droit, qui connaît les droits. J'étais présent, pour vous dire, j'étais présent sur le lieu, parce que quand on nous a signalé qu'il y avait la police et la sous-préfecture qui était présente au REDAC, j'ai interrompu les activités, je suis allé là-bas. Donc, nous, avec toute l'équipe des Monde Avenir d'ailleurs. Donc, on est allé là-bas et j'ai trouvé, moi aussi, j'ai posé la question au sous-préfet qui était là, comment ça se fait qu'on vienne poser les scellés sans avoir notifié à l'organisation? Vous êtes journaliste, il faut retenir ça. C'est un scandale dans notre pays. Vous ne pouvez pas venir sceller une maison, les propriétaires n'ont jamais reçu une quelconque notification de quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Donc, ils ont eux-mêmes reconnu, puisque la décharge qu'ils ont produite eux-mêmes, ils ont bien mentionné qu'ils reconnaissent avoir posé les scellés avant de venir faire la notification. Et ils savent que c'est une violation. Et Maître Alice s'est appuyé sur cette violation pour dire, puisque vous avez posé illégalement, n'est-ce pas, les scellés, eh bien j'ai le droit de les enlever. Puisque la loi dit que pour que je sois puni d'avoir enlevé les scellés, il faut que les scellés aient été posés légalement. Je vous explique ça. Et elle a expliqué ça au commissaire qui était sur place et au sous-préfet qui était sur place. Donc, ce n'était pas la défiance, comme j'ai entendu partout, que Maître Alice Combes a défié les gens. Non. Pour le moment, de toutes les façons, on n'est pas dans une posture de défiance. On est dans une posture de respect de la loi. Voilà. À la suite. Il est cette ministre, mais il n'est pas au-dessus de la loi. Il est aussi soumis au respect de la loi. C'est ce que les citoyens camerounais doivent savoir. Tout à fait. Pour être ministre, même le président de la République est soumis au respect de la loi. Tout à fait. Vous, les journalistes, vous devez bien rappeler ça aux citoyens. Marteler matin, midi, soir. Parce qu'on a l'impression que si vous êtes commissaire de police avec 5 étoiles et machin, vous pouvez attraper un citoyen et aller le mettre en cellule. C'est parce que vous êtes simplement commissaire de police ou policier ou un simple policier. Non, c'est pas vrai. Donc il y a la loi dont tous les citoyens sont soumis, quelle que soit leur fonction. Tout à fait. Voilà, à la suite de la décision de Paul Atangadi, vous les leaders justement de la société civile, certains leaders les plus influents, vous êtes à Yaoundé, vous êtes réunis autour d'autres leaders justement pour voir condamner cette action du MINAT. Et comme dernière question, que comptez-vous faire actuellement pour la suite? Je peux vous garantir que je ne trahis pas nos actions. Il y a les actions judiciaires qui sont en cours depuis, parce que, contrairement à ce que j'en pense, on n'est pas seulement là en train de bavarder. Les avocats, il y a tout un collectif d'avocats
il y a au moins une cinquantaine d'avocats qui ont pris, n'est-ce pas, cette affaire en charge là, jusqu'au bâtonnier, hein, donc qui ont pris cette affaire en charge et qui ont déjà engagé des actions judiciaires. On a déposé déjà un recours de la préalable auprès du MINAT. Il y a une requête en référé qui a été adressée déjà, n'est-ce pas, au tribunal administratif. Donc il y a des actions judiciaires qui ont été déjà engagées, c'est dans le but de faire lever cette décision. Maintenant, il y a les actions civiles qui consistent, n'est-ce pas, à rencontrer des personnes, à faire de la dénonciation, à saisir comment on appelle la Commission africaine des droits de l'homme, le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, bref, les instances, n'est-ce pas, habilitées à interpeller le Cameroun quand il y a des violations qui touchent, n'est-ce pas, le fonctionnement des associations et de leurs leaders. Donc voilà les actions pour le moment qui sont engagées et nous espérons que nous sommes encore dans un état où on peut respecter le droit et donc nous pensons que le droit va être respecté et qu'on va rétablir la liberté de ces associations, principalement le REDAC que je connais. Les autres, je ne les connais pas. On a parcouru, moi je ne me prononce pas sur des choses que je ne connais pas. Mais les organisations que je connais et dont je connais le fonctionnement, je pense que là, ces organisations sont victimes, et j'y crois, d'une violation pure et simple de la liberté d'association, parce que les faits reprochés et même l'action posée par le MINAT ne relève pas de sa compétence. Je le dis encore, ce n'est pas à lui. La NIF, il y a des organismes habilités à interpeller les leaders d'association s'il y a manifestation ou blanchiment d'argent. Ce n'est pas à lui de le faire. Monsieur Philippe Nanga, merci infiniment d'avoir apporté des éléments de réponse à nos questions. Merci à vous aussi de contribuer à nous permettre de clarifier la situation et d'informer l'opinion nationale et internationale, parce que je dois vous dire que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que ça a commencé avec les partis politiques, vous êtes journaliste, ça a commencé avec les partis politiques, n'est-ce pas, sur musulmans, ça s'est poursuivi avec les journalistes, vous le savez il y a quelques temps encore, et aujourd'hui c'est la société civile. Jusqu'où ça va aller, chaque citoyen doit s'interroger et prendre des dispositions pour protéger ses droits. Le PCA du REDAC va par la suite refuser de déférer à une convocation à elle adressée par le préfet du Vouri, évoquant entre autres comme raison son indisponibilité à pouvoir se présenter dans les délais jugés trop brefs, en plus de sa mobilité réduite qui ne lui permet pas de pouvoir gravir les marches d'escalier pour se rendre au bureau du préfet. Des raisons et bien d'autres, relayées par des écrits à la main sur une feuille de papier à l'attention du préfet. Face à cet acte de défiance de l'autorité de l'État, de nouveaux scellés seront apposés et une nouvelle convocation sera adressée à la militante de défense des droits humains. Cette fois, des remarques observées dans la première convocation par maître Alice Com ont été prises en compte. Que pense l'homme de la rue au sujet de ces échanges épistolaires entre le préfet du Vouri et maître Alice Com, PCA du REDAC? Écoutons quelques Camerounais à propos. Tout individu appartenant à l'État doit respecter les lois d'un pays. Et il ne faudrait pas que les gens profitent, certaines personnes profitent des pratiques pour en faire des lois. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux dire, la pratique ne doit pas avoir le dessus sur les lois. Donc on doit respecter les lois. Et si elle est dans ses droits, elle doit s'exprimer quand on la convoque. Et puis, bon, elle seule sait ce qu'elle recherche dans sa démarche. Donc l'État, les pouvoirs publics sont dans leur droit de faire respecter les droits de l'État du Cameroun. C'est ce que je peux dire dans ce qui concerne ce sujet. Je sais pas, il est dans son rôle de le faire en tant que patron des associations qui doivent respecter les règles. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la situation du REDAC, qui existe depuis des années. Pourquoi c'est seulement maintenant là que l'on scelle les bureaux du REDAC pour défaut d'autorisation alors que c'est une vieille ONG? Mais il y a un problème. En fait, l'ONG qui était visée là-dedans, c'est le REDAC. Le reste, c'est juste de la pommade. Le REDAC existe depuis des années. Ça n'a jamais fait de problème. C'est une ONG dans toute l'Afrique centrale. C'est depuis au moins 10 ans que le REDAC, même avant l'arrivée de ce ministre Laté, le REDAC était là. Ça n'a jamais fait problème. Aucun ministre Laté n'a jamais suspendu le REDAC. Ça veut dire que les gars étaient en règle.
quand vous appliquez l'illégalité, quand vous êtes dans, on vous applique l'illégalité. Si vous voulez respecter la loi, appliquez la loi. C'est ça le problème. Si vous voulez prôner la loi, appliquez la loi. He who comes to Ekiti must come with clean hands. C'est ça. Si tu veux appliquer la loi, applique d'abord sur toi, respecte la loi. Il ne faut pas seulement demander aux autres d'appliquer de respecter la loi. Toi-même, respecte la loi. Et un ministre doit parler avec des preuves. Vous parler de financement du terrorisme. Lui seul connaît de quoi il parle. Lui sait de quoi il connaît. Nous, on ne connaît pas. Nous savons que le rédac est pour la défense des droits humains et tout ça. Le reste, il n'y a que ce ministre qui connaît. S'il était sérieux, là, il dit que voilà les preuves, voilà quand il dit que financement, voilà les documents. Mais les documents sont où? Signalons pour terminer avec cette actualité que Maître Alice Com est attendu demain 16 décembre dans les locaux du préfet du Vouri pour répondre des faits de brise des scellés sur les portes du siège du REDAC. Parlons d'autre chose à présent dans ce focus. L'Alliance pour une transition pacifique au Cameroun, en abrégé l'ATP, traverse des dissensions profondes. L'initiative lancée en février 2024 en vue de l'échéance électorale de 2025 ne compte plus que 8 membres sur les 16 du départ. Les raisons de cette désertion seraient nées de l'idée d'organiser des primaires ouvertes au digital, lesquelles permettraient d'élire publiquement le candidat devront représenter l'ATP à la prochaine élection présidentielle. Je vous propose d'écouter certains leaders initiateurs de cette coalition. C'était cette fin de semaine, lors d'un point de presse donné du côté de Yaoundé. La trahison, c'est à l'intérieur même. Un Akere Mouna qui était membre, des gens comme Koumvendor, du jour au lendemain, vous avez des gens qui vous disent non, vraiment, nous, on va promouvoir notre candidature ailleurs, parce qu'on nous a promis de l'argent. Un certain Djokam Tchameni, il n'a voulu ni de la primaire ouverte et digitale. La guerre qu'il y a eu au sein de l'ATP pendant des mois. C'est la première fois, pas seulement au Cameroun, en Afrique, que sont lancées des primaires digitales ouvertes. Ça veut dire que tout citoyen majeur en âge de voter, inscrit, peut aller voter en ligne. À une dizaine de mois d'un rendez-vous électoral aussi déterminant pour l'avenir du Cameroun, l'opposition doit-elle obligatoirement passer par une coalition pour avoir une chance de remporter la présidentielle, comme certains veulent faire croire? Écoutons quelques réactions des Camerounais à ce sujet. Je dirais que vraiment, on n'a pas besoin d'une coalition pour battre le parti au pouvoir. On a besoin d'un corps électoral revu au courrier, d'un système électoral. L'idée de coalition, c'est l'idée du RDPC. Pour créer la division, pour créer la diversion, pour empêcher au seul parti véritable d'opposition de gagner ces élections. Donc la coalition, là, c'est une idée du RDPC. Pour créer, pour diviser les Camerounais. Quand vous parlez de l'ATP, il faut organiser les primaires sur quelle base? On veut un code électoral revu et corrigé, un système électoral revu et corrigé. Là, un parti politique pourra émerger et battre le RDPC. L'idée de la coalition ATP qu'on sort là, c'est la diversion, c'est la distraction. Ils représentent d'abord quoi? Tous ceux-là, ils représentent quoi? Je ne veux pas les citer, mais chacun connaît sa place. On ne les voit pas, on les voit seulement à la veille des élections présidentielles, des grandes élections et des ans électorales. Pourquoi? Ils étaient où depuis? Depuis 2000, ils sont passés où? C'est toujours à la veille des élections, des grandes élections et séances politiques que ces partis reviennent pour brouiller les cartes. On connaît les vrais partis d'opposition au Cameroun. Ils sont très peu, on les compte au bout des doigts. Ils ne sont même pas trois. Le reste, c'est des partis créés spontanément pour accompagner le parti au pouvoir. Ils font les jeux du parti au pouvoir. Ça, c'est ma vision des choses. S'il y avait un code électoral revu ou corrigé, un bon système électoral, on n'a pas besoin d'une coalition pour battre le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir connaît lui-même son challenger numéro 1. Mais quand il ne peut pas le gagner, le battre sur le terrain, il préfère appeler les autres à la rescousse en créant des coalitions de gauche à droite, en multipliant le nombre de partis. Vous pouvez imaginer un parti comme le Gouvernement qui a 400 partis politiques. Mais on explique ça comment?
Vous avez plus de partis que les États-Unis, la plus grande démocratie du monde, ou la France, ou l'Angleterre. Ça s'explique comment? Que nous, on se retrouve avec 400 partis au Cameroun. Ça participe toujours de cette technique de diversion. L'ATP là, je dis que c'est la diversion. Parlons à présent de la fin de session à la Chambre haute du Parlement camerounais. Le ministre des Travaux publics a été soumis à un interrogatoire chargé sur le mauvais état des infrastructures routières, en tenant Emmanuel Nganou Djoumessi pour responsable de la dégradation du réseau routier national. Le sénateur RDPC du Sud-Ouest a rejoint dans ses dénonciations le délégué général à la Sûreté nationale. Premier membre du gouvernement a décrié le mauvais état des routes au Cameroun. Dans son acharnement, Bella Moki Charles a interrogé les éléments de motivation que pourraient avoir les Camerounais en 2025 pour accorder à nouveau leur confiance au parti au pouvoir. The question most Cameroonians have for you is that our ministers who are charged with the duty of taking care of the road network in our country, do they circulate in this country by air or by road? How can it be that the economic capital is not properly connected to the national capital of our country? What image are we giving to the world? Mr. Minister, a few days ago you came around with some explanations after the Delegate General for National Security spoke out about the road network in the country. Yes, Mr. Minister, as I said with all due respect, have you ever lost a relation because of bad roads, Mr. Minister? When the head of state visited Boya and people put their complaints to him, he made a statement I will never forget. As a YCPD militant, the head of state said the crown cannot be happy when the cottage is not happy. Mr. Minister, everyday Cameroonians are dying because of bad roads. How? For how long are we going to cry as a people? For how long are Cameroonians going to shout out? We have elections next year. What do you want us? Look, we are leaving this place for those of us who live in the communities. We are not safe because people will say we have gone and voted what? People will ask those questions. We don't have answers. Voilà l'essentiel de cette autre édition de Focus sur Echo 237, réalisée avec le concours de Jenny Caillot à la rédaction, Luc Bonguet était à la réalisation. Je suis Thierry Guaté. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, prenez le plaisir de partager abondamment cette autre édition et n'oubliez pas de vous abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes. Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.